Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau stream sur la Nitrox Télévision. Bienvenue à tous avec ma maman. Bonjour à tous. Bonjour Échec et Mat, bonjour Boarding, Osiris, G.I. Joe, Déa, Lucas, Lad, Lord, Drifters, Nick, le Lorrain, Éloi, Vincent, Polochon, Tac à dormir et évidemment tous les autres. Bienvenue à tous, Ikudu, Starlord. Prenez place, prenez place. Comment allez-vous les amis? Est-ce que vous êtes prêts pour cette petite session FAQ avec ma maman? C'est une première. Comment tu te sens? Ça va, je me sens un petit peu stressée, mais oui. Tout va bien se passer. Vous êtes là en nombre. Je vous remercie déjà. Et puis, si je peux me permettre, madame, ça fait un petit peu trop solennel. Je vous autorise à m'appeler par mon prénom. Je suis Laurence. Voilà, Laurence. Bonjour à tous, bonjour Tom, Sozy, deuxième Tom, G.I. Joe, j'avais pas dit encore, je crois. Jade, vous êtes beaucoup, hein. M'attendez pas à tant de présence, et ça fait plaisir, Donc la petite session d'aujourd'hui, les amis, comme vous le savez, hein, c'était un donation goal du Téléthon Gaming de l'année dernière, où je vous avais promis, voilà, une petite session FAQ avec ma maman sur tout ce qui m'est arrivé dans mon passé, les problèmes de santé, notre vie, comment on a géré ça, etc., etc. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, parce que déjà il y en a beaucoup parmi vous qui ne savent pas ce qui m'est arrivé, que ce soit dans les grandes lignes ou en détail, parce que c'est quelque chose que j'aborde pas sur la chaîne, parce que je suis pas là pour vous dire que j'ai eu des soucis de santé, que j'ai été handicapé, etc., etc. Je suis là pour, on fait du gaming, on rigole, on partage plein de choses, etc. Mais je suis pas là pour vous dire que j'ai été un enfant malade terrible. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps avec ma maman, c'est qu'on va regarder une vidéo qui raconte la maladie. C'est la vidéo avec Thibaut InShape, peut-être que beaucoup d'entre vous l'auront déjà vue. Tu l'avais déjà vue, toi? Oui, je l'ai déjà visionné. Donc on va regarder ça ensemble, du coup. Comme ça, pour ceux qui n'ont pas les infos, vous allez avoir les plus grandes infos sur ce qui m'est arrivé. Et ensuite, on passera sur un petit temps questions-réponses ensemble pour échanger là-dessus. Ça vous va, les viewers? Elle est belle, ta maman. T'as vu, ils essaient de te séduire. Elle est déjà prise, ma maman. C'est pas la peine, hein, les amis. Salut Zenoxide, merci. Bon, écoutez, je vous propose de regarder la vidéo tout de suite. Comme ça, on attaque. Et puis après, on échange. Ouais, ça hop, voilà. Ça vient, je sais que vous voyez rien, vous en faites pas. Ok. Alors, baisser un peu ça. Alors, le son résonne peut-être un petit peu, les amis. J'ai été obligé de booster le micro, donc évidemment, ça capte beaucoup plus de choses par rapport à d'habitude, donc je m'en excuse, on peut pas faire mieux. Et j'espère que ça vous ira. Alors, on va passer sur ça, du coup. Voilà. Bon, je lance la vidéo, c'est parti? Allez, on y va. Let's go. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, Albody,
Ah, Alboni, c'est toi? Venez les gens, venez. Vas-y. Oh, je te suis sur Instagram, je suis trop fan. On fait une photo. Dinde. Mais c'est pas toi qui fais des vidéos là sur YouTube, Boom, Dave, tout ça? Oui, petite, elle est mal et tout. Bah, je vais à la muscu là, tu veux venir avec moi? Ouais, carrément. Muscu. Thomas. Dave Thibault. Comment tu vas? Ça va et toi? La forme? Ouais, tranquille. Je t'en prie, présente-toi. Je m'appelle Thomas, je vais avoir 26 ans dans quelques semaines. Bon anniversaire en avance. Merci. Donc ce que je te propose, c'est que tu commences par raconter ton histoire. Tout a commencé en 1995. J'arrivais plus à respirer, je commençais à devenir tout bleu. Du coup, on m'a conduit à l'hôpital. Et à l'hôpital, on s'est rendu compte que je faisais un chylothorax. Un chylothorax, en fait, c'est la présence d'un liquide qu'on appelle le chyle dans la cavité du poumon, enfin dans la cavité pleurale. Et en fait, ça compresse mon poumon. Du coup, je pouvais plus le gonfler complètement. Et du coup, j'étais essoufflé et ça m'empêchait de respirer correctement. Donc à la suite de ça, j'ai été transféré à un hôpital dans Paris qui s'appelle l'hôpital Trousseau. Et je vais passer à peu près 6 semaines à faire des examens. On va me torturer un petit peu à droite à gauche, savoir ce qui se passe. Et au bout de 6 semaines, on va enfin trouver le nom de ce qui m'arrive, qui est le syndrome de Gorham. Qu'est-ce que le syndrome de Gorham? C'est la maladie des os fantômes. Donc il y a moins de 200 cas au monde. C'est une maladie en fait qui attaque le squelette par endroits et qui en fait dissout complètement les tissus et les os. Au niveau du traitement, les médecins ont commencé par essayer de me faire une chirurgie. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc ils ont mis en place une sorte de surveillance tout simplement où ils m'ont gardé à l'œil pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, un matin, je m'habille. Je mets un petit débardeur et tout. Ouais. Et je me casse une côte. En mettant le débardeur. Ouais, j'étais déjà trop fort à l'époque, tu vois. Ouais, déjà. Et je me casse une côte. Donc du coup, évidemment, je suis conduit à l'hôpital. Je fais plein de radios et ils se rendent compte qu'en fait, le syndrome, il s'est déplacé sur mes os. Donc les médecins, il n'y a aucun traitement malheureusement pour cette maladie. Donc ils disent, ok, on attend. Ça continue. Et un jour, à l'école, je décide de faire une petite course avec un pote, tu vois. C'est un petit peu les kékés, tu vois. Ouais. Et je lui disais, ouais, moi je peux te battre, y a pas de souci, tu vois. Montrer qui tu es un peu. Voilà, c'est ça. Et du coup, on fait une course. J'y vais vraiment à fond, tu vois. Je m'en souviens en plus. Il y a peu de choses dont je me souviens, mais ça, tu vois, ouais. c'est resté. Et je cours. Et je sens un grand clac. Et hop, souffle coupé, je m'écroule par terre. Il me dit ça va et tout. Alors moi, tu vois, oui, ça va. Ouais, sur le coup, je suis un petit peu essoufflé, mais en fait, je venais de me casser 3 côtes encore. Bon, simplement en courant, voilà, tout simplement. Et jusqu'à un jour où un matin, je peux pas me lever. C'est impossible. Je dis à ma mère, non. C'est mort, là, j'ai trop mal au dos. Du coup, ils me conduisent à l'hôpital et je fais des radios et et la colonne est touchée en fait. Le syndrome s'est déplacé et commence à abîmer ma colonne. Du coup en fait mes vertèbres se sont carrément disloquées, donc dislocation vertébrale, tu bouges plus, hein. Allongé H24, je me souviens je pouvais même pas me mettre à 4 pattes. Pour me déplacer c'était pas possible. Et du coup là il commence à se dire merde, là va falloir faire quelque chose parce que dans pas longtemps il ne restera plus rien quoi. Et du coup il décide de faire une radiothérapie qui est très risquée parce que la radiothérapie ça ne fait pas le tri entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais, donc ça va griller des parties de mon corps qui peuvent être essentielles. Et vu que le syndrome est concentré au thorax, il y a le cœur, il y a 2 poumons, il y a la rate, le foie, l'estomac, tous les organes vitaux sont là. Du coup c'est un gros coup de poker, mais on n'a pas le choix, il faut y aller parce que si on fait rien c'est fini quoi. Et t'avais quel âge à ce moment-là? 6 ans. Du coup on commence la radiothérapie, donc je vais subir 20 séances et ça va être ça va pas être facile. La radiothérapie va fonctionner à merveille. Il va y avoir des séquelles. Je vais perdre le poumon gauche, évidemment, puisque le syndrome était là, malheureusement, on ne pouvait pas l'esquiver. Mais le cœur va rester intact. Tous les autres organes ne vont pas être touchés. La maladie va être complètement irradiée, terminée. Donc la radiothérapie est un franc succès sur le coup. Voilà. Okay. Et à la suite de ça, on commence à se dire c'est bon, je suis sorti d'affaire, la maladie bouge plus. Sauf qu'un problème n'arrive jamais seul, tu t'en doutes. Il s'avère que la totalité des plaquettes présentes dans mon sang ont été détruites par la radiothérapie. Et les plaquettes, c'est indispensable dans ton corps. C'est ce qui, en gros, permet de faire coaguler ton sang. Donc si tu te coupes un bon bibi, ouais. Et c'est les plaquettes qui vont faire en sorte de te faire une croûte et t'empêcher de te vider ton sang. D'accord, et si c'est pas le cas, tu vas pisser le sang. Et tu te vides quoi. Donc la moindre blessure pouvait être fatale. Ah ouais, c'est chaud. Du coup, les médecins ils me prescrivent encore un autre traitement qui sont des injections de 2 piqûres matin et soir, qui est censé en fait pousser mon corps à refabriquer des plaquettes. Et les plaquettes, il faut savoir qu'elles sont fabriquées par ta moelle épinière. C'est ce qui se trouve dans la colonne. Sauf que ma colonne, elle a été irradiée et que les cellules qui sont censées fabriquer les plaquettes sont décédées. Et la radiothérapie les a détruites. Donc évidemment, le traitement ne fonctionne pas. Et là, on... Prends ton temps, on est là pour longtemps.
On est entre nous, tranquille, voilà. Y a personne qui nous regarde. Pourtant, ça, tu vois, je l'ai tourné des dizaines et des dizaines Et à de chaque fois. fois, c'est compliqué. À chaque fois, c'est dur. Parce qu'au jour le jour, tu vois, je pense pas à tout ça, tu vois. Des fois, j'ai l'impression de raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Du coup, la totalité des plaquettes ont été détruites et le traitement qu'ils me fournissent ne fonctionne pas. Donc, mes parents décident, au bout de 2-3 semaines, d'arrêter le traitement. Parce que moi, je n'en peux plus. J'ai atteint le seuil critique, quoi. Vu que je coagule plus, bah, quand on pique, bah, ça me fait des hématomes comme ça, quoi. Et vu que je fais 2 piqûres par jour, au bout d'un moment, tu ressembles à un dalmatien, quoi. C'est surtout qu'au niveau de la douleur, j'en peux plus, quoi. Donc je supplie mes parents d'arrêter. Ils se concertent et ils décident d'arrêter le traitement, même si on sait ce que ça implique, quoi. Du coup, je vais être caché des médecins, parce qu'évidemment les médecins ils te laissent pas faire forcément ce que tu veux, hein. Donc mes parents m'exilent entre guillemets chez mes grands-parents. La seule chose que les médecins obtiennent c'est une prise de sang toutes les semaines pour vérifier le taux de plaquettes, etc., quoi, malgré que je prenne plus le traitement. Et au bout de 2-3 semaines, les résultats remontent à l'hôpital et apparemment les plaquettes elles sont remontées. Donc là ma mère elle s'empresse d'appeler ma grand-mère et au lieu de lui dire c'est trop bien, elle gueule sur ma grand-mère en l'accusant d'avoir faussé les résultats. Tellement c'était pas possible que ça arrive, quoi. Improbable, complètement incroyable, quoi. Du coup elle l'accuse en fait d'avoir emmené mon cousin, on a le même âge, de l'avoir emmené à ma place aux prises de sang pour qu'on me laisse tranquille, quoi. Et bah non, il n'y avait pas eu de trucage, quoi. Et les plaquettes sont montées à l'état normal. Au bout de quelques mois, je suis officiellement déclaré guéri du syndrome au thorax. C'est incroyable. Ouais, c'est un miracle presque, c'est un... C'est ça, ouais. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, Et tant mieux. Suite à ça. Donc radio du thorax pour vérifier la déformation. Parce qu'évidemment la déformation elle s'est pas apparue. Pas un matin je me suis levé et je fais oh merde. Ouais. Non, c'est arrivé vraiment au fur et à mesure que je grandissais en fait. Parce que la radiothérapie elle a grillé toute la partie gauche. Donc la partie gauche ne grandissait pas. D'accord. Alors que la partie droite se développait. Et c'est ça qui a fait que tout s'est tordu. Et du coup en fait, qu'est-ce que la muscu... C'est la muscu. La muscu. Et du coup qu'est-ce que la muscu vient faire là-dedans en fait? Par rapport aux séquelles de la maladie, bah, j'ai qu'un poumon, donc je respire moins bien que la normale. Faut savoir que je vis avec 31% des capacités pulmonaires. D'accord, ce que je veux dire, donc c'est quoi? Tu t'épuises plus vite. Le poumon du coup il est compressé par la déformation, ce qui fait que bah, j'ai 31% des capacités pulmonaires et ça il faut que je l'entretienne. Si je fais pas travailler tout ça, le corps il dépérit et je tombe sous un seuil critique. Je me bats justement pour pas arriver à ce point-là, tu vois. J'ai demandé de l'aide à mes médecins. Du coup je vais être envoyé dans un centre de réhabilitation respiratoire qui est à Bichat à Paris. Ils vont me faire du sport du matin au soir. Génial. De 9h à 17h. Donc je suis rentré dans ce service-là à 35,5 kg. 6 semaines plus tard, je suis ressorti à 37,7. C'est énorme, hein. C'était monstrueux. J'avais jamais fait ça de ma vie, quoi. Je me suis promis de jamais retomber dans l'état où j'étais avant. Donc je me suis inscrit à la salle de sport le lendemain de ma sortie. J'ai commencé par du cardio. Et puis au fond, il y avait les haltères, tu vois, qui brillaient. Ah, qui te faisait de l'œil, comme on dit. Voilà, qui me faisait de l'œil et j'avais toujours voulu essayer. Mais il y a toujours cette petite peur, tu vois, de l'a priori, de paraître ridicule ou quoi que ce soit. Mais moi, je me suis jamais laissé emporter par ce genre de choses. Et un jour, je me suis dit, bah allez. Et plus c'est allé. Et moins il y a eu de cardio et plus il y a eu de muscu. Ouais. Donc là, du coup, muscu tous les jours? Tous les jours, lundi au vendredi. Je rate pas une séance. Magnifique. Si j'en rate une, je la rattrape. Et du coup, maintenant, question importante. Est-ce qu'il y a des petites qui squattent dans ta salle? Il y en a quelques-unes, ouais. Oh. Quelques-unes. Et alors? Elles ont du niveau. Du coup, quand t'es à la plage, le regard des gens, il est comment en fait? Alors à la plage, c'est assez drôle. Il y a les regards interloqués, ça c'est normal, c'est humain, ça t'attire l'œil, t'es obligé de regarder. Donc tu regardes, mais il faut regarder avec respect. C'est tout ce qu'il faut. Après, faut pas dévisager. Si t'as des questions, tu viens les poser. Moi, je réponds, tu vois, je vais pas te mordre. Ouais. J'ai des gens qui sont déjà venus me dire qu'est-ce qui s'est arrivé. Ouais. Je suis content, tu vois, c'est mieux que la personne elle vienne me voir et me demande plutôt que de rester loin et de dire t'as vu. Ouais, de faire des snaps comme ça. C'est ça, voilà. Bon, évidemment, il y a toujours des gens qui regardent de travers, mais ça m'a jamais atteint, ça m'a jamais blessé. Moi, je me vois comme quelqu'un de normal, je me suis jamais senti comme quelqu'un de différent. J'ai une carte de stationnement handicapé, à chaque fois que je me garde dessus, j'ai l'impression de profiter. Et du coup, ton histoire, tu l'as partagée sur les réseaux un peu ou pas? Alors oui, quand j'ai commencé du coup la muscu sérieusement, j'ai créé une chaîne YouTube et un compte Instagram pour pouvoir partager à un max de monde que peu importe ce qui t'arrive, tu peux faire quelque chose. Et comment les gens ils réagissent sur les photos que tu postes, sur les vidéos alors? Il y a beaucoup de réactions, c'est fake, Photoshop c'est impossible, le mec il est pas vivant, du coup ça me fait bien rire. C'est incroyable, tu veux dire, tu vas te marrer quoi. Ouais, bah généralement je leur réponds que je suis bon en Photoshop mais pas ce point-là quoi. Sinon c'est beaucoup d'encouragement, des gens qui me disent que je les motive à fond, d'autres qui me disent que grâce à moi ils se sont mis au sport. Et du coup c'est vrai qu'on parle souvent des aspects négatifs de la maladie, est-ce qu'il y a des points positifs quelque part? Oui, il y a des points positifs, ça apporte un regard nouveau sur la vie tout simplement, ça m'a apporté énormément de choses, j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Ouais, moi. Si j'avais le choix de tout effacer et de repartir, je le ferais pas. Ce serait dur, ouais, mais je repasserais par là. Est-ce que tout ça t'a fait grandir quelque part? Comme j'aime bien dire, les cicatrices,
ça rend pas viril, ça rend mature. Je sais la chance qu'on peut avoir d'être en pleine santé. Et aujourd'hui, tu vois, je marche, je parle. Je fais de la muscu. Je fais de la muscu. Voilà. Je fais du sport et ça m'empêche pas de vivre. Et c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que peu importe ce qui vous est arrivé, il faut y aller quoi. Il faut y aller, il faut pas rester dans son canapé. Et comment ta famille et tes amis ont vécu toute cette aventure? Ça a été très très dur. Je pense que la famille a plus douillé que moi au final. Donc ça a vraiment pas été facile, mais on est resté soudés. Ça a été une épreuve, on a réussi l'épreuve. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont dans les hôpitaux, qui ont une maladie actuellement? Il faut pas perdre espoir, tout simplement. Que... on va le refaire. Vas-y, t'inquiète, attends. Qu'il faut pas perdre espoir, tout simplement. Qu'il faut garder la niaque, peu importe dans l'état où vous pouvez être, peu importe ce qui vous arrive. Il faut continuer d'espérer, ça c'est dans la nature humaine, tu peux pas t'empêcher d'espérer. Donc c'est important, il faut garder espoir. Vous l'avez vu avec moi, il peut se passer un truc complètement improbable. Du jour au lendemain, tout peut s'arranger. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment garder la motivation et jamais baisser les bras. Et maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont sur leur canapé? Bougez-vous. Et surtout, j'en oublie. Attends, calme-toi. Tu sais que t'es impatient là, qu'il faut aller à la salle, mais. Et surtout, j'en n'oubliez pas que vous. Je le fais exprès, c'est pas possible là. C'est vrai, attention. Attends, 2 secondes. Puis hop. Vas-y. Prends ton temps. Allez, vas-y. Et surtout, j'en n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum. Merci chef. Je t'en prie. Et voilà. Hop là, nous revoici en plein écran. Bon, ça va? Ça va. Jusque-là, tout va bien. Ça te fait quoi de voir la vidéo? Ah bah ça replonge, ça ramène beaucoup de souvenirs, des bons, des mauvais. Mais comme Thomas dit dans la vidéo, on est passé à travers beaucoup de choses mauvaises, mais ça nous a rendus meilleurs. Attends, je vais mettre... comment dire ça? Voilà. Bon, bah ça va être place aux questions du coup. On sent un peu d'émotion en effet dans la voix. C'est les effets du micro. Salut Distéro, incroyable la vidéo et force, merci Zenoxide. Bon bah c'est à vous de jouer maintenant les amis, hein. On est là pour répondre à vos questions, voilà, sur la maladie, sur ce qui nous est arrivé, etc. Donc bah, je vous invite à commencer à vous poser nos questions, à nous poser vos questions, et on va faire de notre mieux pour y répondre. Donc, il y a un petit délai sur le stream, je savais pas expliquer ça. Il y a environ 4-5 secondes entre le temps où nous on parle et que c'est diffusé. C'est pour ça que l'image qui est là, elle n'est pas synchronisée avec celle-là. Parce que ça c'est en direct sur internet et ça c'est sur le PC. D'accord. Alors, t'as combien de côtes en moins du coup? Et c'est toujours dur d'en parler. C'est comme vous l'avez dit, c'est de l'émotion quand on en parle. Et effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup chamboulé nos vies à l'époque. Après, dur d'en parler, non, pas plus que ça. Enfin, moi, j'en parle ouvertement. J'ai pas de tabou. Pour toi. Non, c'est pareil. C'est pas difficile d'en parler. Et combien j'ai de côtes en moins du coup? Bah, pour être honnête, je ne sais même pas exactement. Je sais pas si tu sais toi. Il doit y avoir 5 ou 6 côtes qui ont été touchées par les premières chutes ou fractures spontanées, mais la radiothérapie et la croissance a fait que d'autres parties osseuses ont disparu. Donc au final, combien de côtes? Je dirais que 75% de sa cage thoracique gauche a disparu. Voilà. Tu fais encore beaucoup de musculation? Non, j'en fais plus du tout. La muscu, c'est plus du tout mon truc, les amis. Plus du tout mon truc. Allez, n'hésitez pas à poser plein de questions d'un coup, les amis. On reviendra sur celles que vous posez ensuite, hein. Afin qu'on puisse découler le live. Est-ce que le fait de
plus faire de muscu te pénalise ou plus du tout? Le fait de pas faire de sport, oui, c'est pas super bon, ouais. Surtout qu'en plus de ça, maintenant, je travaille énormément avec vous tous les jours et chaque semaine et rester assis, je pense entre 10 et 12 heures par jour, c'est pas bon pour le corps. Donc effectivement, il faudrait que je me bouge un peu le cul. Mais un peu la flemme. Salut DA, bonjour Enster. Tu peux lire celle-là? Alors, y a-t-il encore beaucoup de cas dans le monde où le chiffre s'est réduit? Alors, quand Thomas est tombé malade, au niveau de la littérature, sur les 200 ans d'historique, il n'y avait que 180 cas dans le monde. Et Thomas, c'était le seul cas déclaré à cet âge-là, avec une lésion importante, donc osseuse, et au niveau de son poumon gauche. Donc sur les 180 cas, ils sont tous différents. Il y a des gens qui vivent avec cette maladie sans en souffrir. Quand cette maladie se pose sur un os d'un membre, par exemple, un bras, une jambe, ça va peut-être l'empêcher de marcher, mais ça ne va pas entraîner de lésions au niveau des organes. À partir du moment où c'est la cage thoracique qui est touchée, vous comprendrez que le pronostic vital est très vite engagé. Donc voilà, et pour aujourd'hui, les chiffres sont sûrement un tout petit peu plus élevés, mais il y a très très peu de cas mondialement. Il n'y en a pas plus de 200 environ recensés. Je sais qu'en France, à l'époque, on était 3. Il y avait une jeune fille et un gars un peu plus âgé qui lui avait été traité en Espagne, qui était atteint au cervical. Tu m'avais raconté. On est resté en contact pendant de nombreux mois avec d'autres cas au moment où Thomas est tombé malade. Et dans ces 3 cas, Thomas a été le seul survivant sur les 3-4 années qui ont suivi la déclaration de guérison de Thomas. Oui, il faut savoir, les amis, que c'est un warrior. encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis le seul patient atteint au thorax à avoir survécu du syndrome. Bref. Alors, ensuite, après cette opération, vivre avec votre fils était-il plus compliqué, notamment vers la période du lycée? Alors, les opérations que Thomas a subies, c'était pas au moment du lycée, c'était plutôt en primaire. Il est arrivé au lycée, il avait déjà toutes ces déformations et Thomas a été un adolescent, normal. Sa morphologie a peut-être perturbé ses activités physiques ou quoi, mais ça n'a pas été un bouleversement au niveau de la période du lycée. Ça peut-être été difficile pour lui à la période du lycée, comme certains adolescents peuvent avoir sur cette période-là, parce que c'est des périodes où le physique peut jouer effectivement sur le moral. Mais j'ai toujours eu le sentiment que Thomas était très très bien entouré, au niveau de sa cellule familiale, mais également au niveau de ses amis et au niveau de l'accompagnement pédagogique. Je ne pense pas que ça a été beaucoup plus compliqué. Il y a effectivement eu des périodes, mais encore une fois, c'était pas vraiment au niveau du lycée, c'était plutôt au niveau de la primaire, où Thomas a été déscolarisé, parce que comme il vous l'a dit dans la vidéo, il a été à un moment complètement alité. Et donc pendant cette période-là, hors de question que l'école puisse l'accueillir. Et c'est nous qui avons entretenu la scolarité de Thomas avec certains professeurs qui venaient à la maison lui faire suivre des cours. Mais tu le faisais un petit peu aussi. Oui, j'ai pris le rôle. J'ai arrêté de travailler sur une période assez importante pour accompagner Thomas dans sa scolarité et lui faire l'école. Mais Thomas est un enfant qui était relativement intelligent et il n'y avait pas non plus besoin de bien appuyer fort sur l'ardoise pour que certaines leçons rentrent. Et puis, je pense qu'au niveau des leçons, c'était plutôt à lui de nous en donner par rapport à son courage.
que nous de lui apporter un soutien scolaire classique entre le CP et le CM2, on va dire. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui ai dit. Il faut pas dire des trucs comme ça, maman. Moi, je parle après, moi. Voilà. Tu continues quand même le sport? Non, je fais plus rien, Tom. Alors, ayant moi aussi un membre de la famille, on en est là. On n'est pas obligé de répondre à tout. Tu vas voir, il y a des questions, moi, généralement, on peut pas tout répondre à tout le monde. Et ma mère, est-ce que les organismes, services dédiés à la maladie de Thomas étaient à la hauteur, réactifs et ou autres? Celle-ci. Oui. Alors, on a été très vite dépassé par les événements, parce que c'était très bouleversant d'avoir un enfant H24 à l'hôpital. Et cela dit, pendant près de 3 mois, on nous a laissé suivre un process sans réellement savoir ce qui se passait. Mais en fait, l'administration a très vite pris le relais et ils ont fait le nécessaire pour que Thomas soit pris en charge. Juste pour l'anecdote, nous avons reçu la première facture de l'hôpital de son hospitalisation. À l'époque, on parlait en francs. La facture s'élevait à 900 000 francs pour pouvoir maintenir Thomas dans des services ultra sophistiqués. Et donc tout ça, ça a été pris en charge par les services sociaux, par la sécurité sociale, par la maison des handicapés. Donc tout ça, on a eu un sacré relais, tout à fait. Et heureusement d'ailleurs qu'on est en France, parce que aux États-Unis, ça aurait peut-être pas été la même. Aux États-Unis, il faut d'abord payer avant, ne serait-ce que de monter dans l'ambulance pour être emmené aux urgences. Ouais. Alors, quel était ton ressenti quand tu étais petit? Bah ça, les amis, moi je peux pas vraiment vous expliquer comment je me sentais. Parce qu'il faut savoir que j'ai très peu de souvenirs de cette période. Bon, mon cerveau a littéralement squeeze toute cette partie de ma vie. J'ai vraiment quelques fragments de souvenirs, mais c'est vraiment des petits flashs par-ci par-là. Donc comment je me sentais à l'époque, je peux pas vous le dire. La seule chose que je peux à la rigueur vous dire, c'est que j'ai eu la chance d'avoir ça petit. Et que du coup c'est vite Néo, c'est vite devenu la normalité pour moi d'aller à l'hôpital, d'avoir mal partout, d'avoir des capacités réduites, etc. Et c'est la chance d'avoir eu ça enfant, c'est que un enfant ça s'adapte à tout, les amis. Et du coup j'ai tout simplement pris la chose comme elle venait et je l'ai acceptée et j'ai grandi comme ça. Voilà. Alors, est-ce que ça a été dur de devoir changer votre vie quotidienne du jour au lendemain? Alors, oui, on va dire qu'on est tombé dans la marmite de façon très très violente, puisque Thomas était en vacances chez ses grands-parents. Et on a eu un appel de mamie, celle qu'on a pensé qu'elle avait échangé le cousin pour avoir des meilleures analyses de sang. On a eu un coup de fil de mamie qui nous disait que Thomas n'était pas bien, qu'il avait été transporté à l'hôpital. Et ça, en tant que parent, sans savoir exactement la raison, parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun diagnostic, juste l'annonce que Thomas avait été transporté à l'hôpital et qu'il fallait qu'on arrive. Donc on a été très vite, jeté en pâture. La période la plus longue et la plus difficile, effectivement, d'attendre qu'un diagnostic soit posé, parce que ça, les médecins, ils cherchaient. Quand on posait des questions, il n'y avait pas de réponse, tout simplement parce qu'en fait, ils n'en savaient pas trop... plus que ce qu'ils avaient la possibilité de nous dire. Donc ça a été une période qui a été très très dure parce que Thomas à l'hôpital, coupé un petit peu de ses cousins, cousines, de ses copains à l'école, et puis quelque part branché à pas mal de machines pour, entre autres, surtout surveiller son alimentation. Parce qu'il y a eu un impact en fait très important où ils ont très vite compris que c'était en fonction de ce qu'il mangeait que son poumon ne pouvait plus prendre de volume.
Donc ça a été assez compliqué. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Et comme Thomas vous l'a dit, un enfant, ça s'adapte. Thomas est tombé malade, il avait 3 ans. Les souvenirs de Thomas sans maladie entre 0 et 3, c'était très très court dans la vie dans la vie humaine, dans la vie d'un homme. Donc Thomas a eu le sentiment qu'il a toujours vécu comme ça. Des choses se sont avancées. Il y a eu de temps en temps des bonnes nouvelles. Il y a eu des mauvaises nouvelles. Il y a eu des périodes de rémission, de périodes calmes. Donc c'est pas arrivé au quotidien. Et puis ensuite on s'adapte. Ben oui, il y a des soins. Oui, il y a des allers-retours. Quand un enfant est à l'hôpital, on aime bien être avec lui. Sauf que si on reste avec son enfant à l'hôpital pendant ce temps-là, on peut pas travailler. Et donc il faut ménager des espaces pour pouvoir continuer son activité professionnelle et puis se relayer. On a eu beaucoup de relais. Beaucoup de gens sont venus à l'hôpital et honnêtement, je pense que ça a été surtout très très dur pour tous les adultes qui ont accompagné Thomas, parce que ça c'est la partie la plus difficile pour un adulte, c'est de transposer sur un enfant qui a des problèmes de santé. Ça c'est la partie la plus difficile. Mais Thomas, moi, son père, sa sœur, son chien, même le chien, il a été triste à des moments. J'ai même emmené le chien à l'hôpital pour que Thomas puisse revoir le chien. Ça a fait partie de notre quotidien. C'était lourd, mais c'était juste une organisation. Je vais juste rajouter un mot là-dessus. Sachez que ce qui a été très très dur pour Thomas, c'est l'annonce de sa guérison. Parce qu'en fait, c'est là le choc il s'est produit. C'est-à-dire qu'il s'est un petit peu senti abandonné par la partie médicale qui lui disait en gros, t'as plus besoin de venir. Et c'est là que ça a été la période la plus difficile. Parce qu'on a eu le sentiment de ne plus avoir ce quotidien qui a été notre vie pendant presque 6-7 ans. Et c'était là la partie la plus dure. De reprendre une vie quasi normale. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est à peu près ça. Je ne voyais pas ça aujourd'hui. Bon, alors, remontons un peu. Alors, bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Désolé, là, les amis, on discute beaucoup. J'ai pas le temps de tous vous dire bonjour, mais on voit vos messages. Je vous rassure. Est-ce que... Donc ça, on vient d'y répondre. Ça, on va y revenir, Schlich. Sur combien de temps s'est étalée la maladie jusqu'à la guérison ? Alors, Thomas a été déclaré guéri pour l'année 99. Donc en 99, Thomas a été guéri. Thomas est né en 91 et il est tombé malade en 94. Donc ça a duré 6 ans à l'hôpital. Mais on parle de guérison. Thomas prévoit des mouchoirs. Je ne sais pas si vous avez vos mouchoirs de votre côté. Donc on a été 6 ans dans un rythme effréné hospitalier. J'ai lu aussi une question concernant Ikuzuv. Cette maladie est-elle génétiquement transmissible ? Il faut savoir qu'une maladie génétique, c'est une maladie qui va toucher en moyenne une personne sur 1000. Comptez que quand on parle de 200 personnes, pas moins de 200 personnes en 200 ans d'archives, on s'est très vite rendu compte que c'était absolument pas génétique. Thomas, il aurait eu plus de chances de se prendre la foudre que d'attraper cette maladie. Elle n'est absolument pas transmissible et pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, aucun médecin n'a trouvé de point de départ ou d'éléments qui font que cette maladie se développe ou pas. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Ça arrive. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors. Bon, ça, on verra plus tard les questions sur le stream, les amis. Salut Bali. Toi qui live tous les jours, as-tu quand même des moments de paix ? As-tu un emploi ? Bref. Fais-tu autre chose que de passer du temps avec nous ? Les amis, le stream, c'est mon travail. Moi, je bosse pas à côté. Je bosse à côté, mais pour le stream, parce qu'évidemment, il n'y a pas que
n'y a pas que le live en direct, hein, il y a plein de choses. Il y a le montage vidéo, il y a la gestion des réseaux sociaux, organiser des choses pour le futur, réfléchir à plein de choses, etc. Mais le stream, c'est mon emploi à plein temps. Courage à toi, mon cher John. Alors, je lis un peu tout, puis on va revenir. La faute a pas de chance, quoi. Et ouais, c'est ainsi. On peut lire celle-là, à la rigueur. Comment a-t-il réussi à se décrocher de l'addiction aux médicaments? Alors, comment? Alors, je vais dire par sa simple volonté. Effectivement, les médecins n'ayant pas de solution pérenne aux douleurs, parce qu'il faut savoir que les douleurs osseuses sont de loin les plus intenses sur n'importe qui. Une douleur dentaire, une douleur osseuse, c'est quelque chose qui fait hurler. N'ayant pas de solution, ça a été la porte de sortie de dire au moins avec l'arrivée de calmants, de médicaments, de choses qui va pouvoir annihiler la douleur, ça va simplifier la vie. Sauf qu'ils n'avaient effectivement pas vu que on pouvait très vite basculer dans l'addiction. Alors je vais plutôt laisser Thomas parler de comment il a décroché l'addiction, de l'addiction, parce que c'est pas... même si je l'ai aidé à franchir cette partie-là, c'est vraiment lui qui a pris la décision de faire le nécessaire. Du coup, on parle de... Je vais checker ça. Comment j'ai réussi à décrocher des médicaments, les amis? Déjà, il faut savoir que j'ai commencé... J'avais 14 ans. Ça devait être à peu près ça. Oui, 14-15 ans. 14-15 ans. Et je sais pas si tu te souviens, mais mes premières prises, c'était tout le contraire de l'addiction. Ça a été, ça m'a terrassé. J'étais malade, j'en ai vomi, j'étais vraiment pas bien du tout sur les premières prises des opiacés et des morphiniques. Et j'avais carrément dit, je vais jamais y retoucher, quoi. Ça sert à rien, quoi. Je suis pas bien, quoi. Et donc à passer plusieurs mois avant que j'y retouche. J'en prenais vraiment quand ça allait pas du tout et que j'étais pas bien. Vraiment, enfin plus que d'habitude, parce qu'évidemment j'ai mal en permanence, les amis, que ce soit comment dire, quand je suis assis, allongé, couché, debout, en courant, en marchant, j'ai constamment mal. Après évidemment c'est plus ou moins. La douleur c'est un peu comme tout et n'importe quoi dans la vie, on s'y habitue. Il faut faire avec. Enfin, pour revenir à ça, à cette époque-là, je sais pas, je faisais déjà de la kiné. Oui. Il y avait beaucoup de kiné, il y a même eu de la sophrologie, ouais, l'hypnose. De l'hypnose. On a tout essayé. Je me souviens, le nom du docteur, c'était le docteur Hannequin. Oui, ça c'était le responsable. Je pense qu'il exerce encore. C'est le responsable de la douleur dans les hôpitaux d'enfants. Et du coup, ce fameux docteur m'avait prescrit tout, mais vraiment tout, quoi. Que ça soit des trucs, je dis n'importe quoi, des plantes, des trucs vraiment, essayer de renifler de la menthe, j'en sais rien, peut-être ça va aller mieux, jusqu'aux les cas les plus extrêmes, voilà, des médicaments extrêmement puissants. Et du coup, à cette époque-là, je commençais à avoir vraiment beaucoup de douleurs, parce que comme je l'ai expliqué dans la vidéo avec Thibaut, le corps, il continuait de grandir et il se tordait dans tous les sens. Et la période où j'ai, je pense, le plus souffert des douleurs, c'est justement cette période pendant la croissance, où là, le corps, il grandit très vite, en très peu de temps. Et c'est là qu'il y a le plus de modifications au niveau des tissus, que ça tire dans tous les sens, les os, etc. Et c'est là que c'était le plus difficile à vivre. Aujourd'hui, j'ai énormément de douleurs, mais c'est des douleurs qui ne bougent plus. Enfin, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est dans le sens, c'est des douleurs, c'est tout le temps les mêmes. À l'époque, il y avait des matins où je me levais et il y avait une nouvelle douleur que j'avais jamais eue. Et ça, c'est plus compliqué à gérer qu'une douleur que vous avez depuis 10 ans, vous voyez. Donc voilà. Et pour en revenir aux médicaments, après, c'est surtout arrivé au lycée où ça commençait à dégénérer, les médicaments.
Vers la fin du collège, je commençais à en prendre un petit peu plus. Mais encore une fois, les médicaments à cette époque-là me terrassaient complètement. Je prenais un cachet et j'avais le droit jusqu'à 4 ou 5 prises dans la journée. Autant que c'était nécessaire. Et un seul me terrassait pendant 12 heures, les amis. Et c'est arrivé, voilà, fin de collège, début de lycée, où je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un de très timide à cette époque-là et assez renfermé sur moi-même, etc. Et je me suis rendu compte que les médicaments, si j'arrivais à résister pendant 15-20 minutes aux effets somnolents qui étaient vraiment extrêmement forts, en fait après ça devenait un désinhibant complet qui faisait que j'étais plus timide, j'avais plus peur de parler aux gens, je faisais des trucs que j'aurais jamais fait dans mon état normal, ce genre de choses. Et comme beaucoup d'entre vous le savent, parce que vous êtes dans cette période-là, pour une majorité d'entre vous, et d'autres vous l'avez été, la période de l'adolescence, du lycée, du collège, on veut se faire des amis, on veut quelque part être populaire, et ça passe par plaire aux autres. Et pendant que j'étais sous emprise, c'est le moment où je faisais le plus rire mes potes, parce que je faisais n'importe quoi. Ah, il y a le distributeur qui... Vous avez dû l'entendre là. C'est la période où on veut le plus plaire aux autres. Et je me suis rendu compte que quand je prenais les cachets, j'étais vachement cool. Et ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une prise l'après-midi, après manger. Je me souviens, c'était au lycée. Je prenais un cachet, puis ça me terrassait. Soit il y avait les deux cas. Soit je passais l'après-midi à dormir sur ma table en cours, ou alors je faisais n'importe quoi en cours et ainsi de suite. Et puis c'est une addiction après les amis. Hein, ça s'est installé avec les années. Plus ça allait, plus ça a grossi. Après c'était un cachet le matin en arrivant, puis un au repas, puis après ça a été un le matin en me levant, puis un à 10h, et puis un à midi, et puis ensuite un en plus l'après-midi, puis un ensuite encore le soir, jusqu'à être vraiment totalement perché, quoi. Et pour en revenir à pourquoi j'ai arrêté, il faut que je vous pose les bases. Pourquoi j'ai arrêté, à cette époque-là, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Dijon et Paris pour revenir le week-end à la maison, parce que je faisais mes études à Dijon pour la première et la terminale au lycée. Et c'est vraiment la période où j'étais le plus dedans. Et en rentrant, en fait, je faisais du covoiturage avec ma voiture pour diminuer un peu les frais, parce que je rentrais vraiment toutes les 2 semaines. Et j'ai eu une hallucination au volant. J'ai réagi, j'ai vu une voiture devant moi faire un tête à queue, et en déboîtant, j'ai failli me prendre le terre-plein central avec ma petite C2 à l'époque, avec 3 personnes à mon bord, ils étaient des innocents, quoi. Je les connaissais pas, ils étaient juste là pour rentrer de Dijon à Paris. Et ça a été le premier événement déclencheur, on va dire, réel. J'avais déjà essayé d'arrêter avant plusieurs fois, mais il n'y avait pas vraiment la volonté. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, va peut-être falloir arrêter les conneries, parce que soit je vais me tuer, ou pire, je vais tuer quelqu'un, quoi. Et donc ça a été la première sonnette d'alarme. Et j'ai arrêté en rentrant, j'ai tout jeté, je me souviens. T'as peut-être pas vu ça, mais... Je pense pas. T'as peut-être vu, mais t'as peut-être rien dit. J'ai rien dit. Et ensuite, j'ai dû tenir, je sais plus exactement, plusieurs mois sans rien prendre. Et à cette époque-là, j'avais vraiment une vie assez compliquée. Hein. On a tous nos petits soucis dans la vie, les amis. Hein. Que ce soit les peines de cœur, les problèmes de famille, les problèmes avec les potes, etc. Les problèmes à l'école. Et puis j'ai rechuté. Et ça a fait du yo-yo comme ça pendant quelques années. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point où... où vraiment, là, j'étais au fond du... C'est à ce moment-là que, encore une fois, c'est Thomas qui s'est sorti de cette situation tout seul. Il a pris contact, alors peut-être on l'a secoué un petit peu, mais il a pris contact
avec un centre dans Paris auquel il a réussi à parler de son addiction à ce genre de médicaments. Il était en train de s'enfoncer, quasiment plus d'activité, un moral à zéro. Les médicaments ont aussi rendu, on va dire, une part sur son moral, hein, forcément. Et le centre d'hospitalisation, il est parti pendant 3 semaines, 4 semaines, 7 semaines, dans un centre qui a permis, de le prendre en charge psychologiquement pour l'aider à arrêter cette addiction, mais également d'avoir une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire apprendre à régler son horloge biologique sur jour, nuit, les repas à heure fixe, des éléments nutritionnels, des repas équilibrés, une vie sociale avec d'autres personnes, des activités sportives. C'est de là qu'est arrivée son autre addiction à la musculation. Quand il est sorti, il s'est bien rendu compte qu'il arrivait mieux à vivre en ayant repris une activité physique et une masse musculaire un petit peu plus importante. Et c'est vraiment cette session d'hospitalisation où toute aide a été apportée, que Thomas est ressorti vainqueur de cette phase. Voilà. Et après, j'ai pas lâché. Ça n'a pas été facile, évidemment, parce qu'il y a eu d'autres événements où habituellement j'avais rechuté pour ces événements-là, parce que j'ai eu des grosses peines de cœur, j'ai eu des soucis au travail, la dépression, tout ça, et c'était des événements qui m'avaient fait plonger plusieurs fois. Mais à cette époque-là, après, voilà, comme maman le dit, j'ai démarré mes réseaux sociaux, j'ai démarré la chaîne YouTube, la muscu à outrance, et j'ai tenu comme ça, on va dire. Et depuis, j'ai pas lâché. C'est pour ça que j'ai mon téléphone dans la main. 3194 jours que je n'ai rien pris. Rien du tout. Donc voilà, c'était une longue réponse pour une petite question. Merci pour le follow Gambas, bienvenue. Voilà pour le monologue. Alors, peut-être que c'est une sorte de cancer des os qui a pu muter pour devenir cette maladie. Bon, alors là, les amis, vous savez, on n'est pas chercheurs. Hein. Je ne pourrais pas vous dire. T'as encore des douleurs, ça, on vient d'y répondre. Bonsoir à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, bien que tu sois guéri, as-tu toujours besoin d'assistance? Par exemple, tes parents à la maison ou une autre aide? Mais non, mais moi je veux pas venir travailler pour Thomas. Non, Thomas est complètement autonome. Il est parti de la maison. À partir du moment où il est parti de la maison, d'abord il a vécu en internat sur Dijon dans un petit appartement où il était déjà autonome. Et ensuite, il est parti voler de ses propres ailes dans son appartement. Il se fait ses petites popotes. Il a absolument pas besoin d'aide ou d'assistance. Alors après, il va demander de façon ponctuelle de l'aide. Ça m'est déjà arrivé d'intervenir un petit peu dans sa vie quand à l'issue pas du Téléthon 2023, mais du Téléthon 2022, où il était vraiment très très mal avec on va dire une belle bronchite, où je suis venue le chercher pour l'emmener aux urgences parce que moi je restais dans mon canapé et j'attendais que ça passe. Voilà, tout va bien. Donc, mais non, sinon voilà, pour répondre à la question, j'ai pas d'aide à domicile, j'ai besoin de rien quelque part, les amis. Hein, voilà, comme je le disais dans la vidéo, je marche, je parle, je respire pas comme tout le monde pour la respiration, mais en tout cas, je suis bien suffisamment autonome pour ne pas avoir besoin de quelqu'un à la maison pour m'aider. Alors, avant le streaming, Thomas s'est-il fait refuser un ou plusieurs travails suite à sa maladie? Alors ça, on peut jamais en être sûr, les amis, parce que dans le monde du travail, c'est littéralement interdit de refuser une personne parce qu'il a un souci de santé. Bon, il est évident que
comme on en a déjà parlé sur la chaîne, hein, vous m'avez déjà demandé c'était quoi ton métier de rêve, etc. Moi, pendant très longtemps, je voulais être pilote de chasse dans l'armée. Et comment dire, on a passé beaucoup de temps dans ma vie à me dire que je pouvais pas faire quelque chose. Et généralement, je m'empressais de le faire pour prouver que j'en étais capable. Donc du coup, je n'ai pas volé un avion de chasse, mais je suis allé à l'armée de l'air à 16 ans non, c'était pas 16 ans, c'était à 10, parce que c'était à Dijon, je me souviens. Donc je devais avoir 19 et je suis allé à l'armée de l'air au recrutement pour être recruté. Et je me souviens, c'est une femme qui m'a reçu et je lui ai expliqué que voilà, je voulais devenir pilote, blablabla, comment ça se passait. Et j'ai évidemment parlé de mes problèmes de santé en disant voilà, j'ai quelques petits soucis. Et elle m'a tout de suite dit non, tu peux pas, pas possible, monsieur. Et moi je lui ai dit mais me dites pas que c'est pas possible, faites-moi passer les tests, je vais passer vos tests à la con. Et malheureusement ils ont jamais voulu. Et évidemment c'est logique, hein, dans l'armée tu rentres pas, t'as ne serait-ce que les pieds plats, tu rentres pas. Donc avec un dos qui est aussi droit qu'un accordéon, tu risques pas de rentrer quoi. Mais voilà, pour en revenir au travail, j'ai eu une expérience réelle où je pense avoir été squeezé à cause de mes problèmes de santé. Donc avant d'être streamer, les amis, j'étais dans la maintenance informatique et j'ai été comment on dit, démarché quand t'as un recruteur qui vient te chercher. Démarché, ouais. Donc j'étais en poste depuis plusieurs années. Et c'est une société qui est venue me voir en me disant on aimerait vous recruter parce qu'on monte un nouveau service, vous avez de l'expérience, blablabla, et ça nous intéresse, voilà, d'avoir quelqu'un d'expérience. Mais ils n'avaient pas l'info que j'avais des soucis de santé. Donc je suis allé au rendez-vous, à l'entretien, tout s'est bien passé, jusqu'à ce que je dise au gars, par contre j'ai des soucis de santé. Mais je vous rassure, il n'y a pas besoin d'aménagement. À cette époque-là, je travaillais à plein temps. Je leur avais juste dit j'ai juste besoin d'un siège confortable, quoi, de pas travailler sur un tabouret et c'est tout quoi. Et je l'ai senti direct, ça a été un ok. Et l'entretien a changé d'ambiance et à la fin il m'a dit on vous recontactera, il y a une autre personne sur le poste également, on vous tiendra au courant dans la semaine prochaine. Et je n'ai jamais eu de nouvelles, voilà. Alors que c'est eux qui sont venus me chercher, vous voyez. C'est pas un boulot que moi j'ai postulé qui m'a été refusé. C'est là on est venu me chercher. Ils savaient pas que j'étais handicapé et quand ils l'ont su, je pense que ça a changé un petit peu leur dire. Enfin voilà. Moi, je voudrais rajouter une expérience à Thomas. Alors, il en parle pas, peut-être qu'il a oublié. En fait, une fois qu'il a eu 18 ans, parce que avant c'est un petit peu compliqué d'avoir un job. D'appoint pendant les vacances. Il a cherché à se faire un petit peu d'argent et on lui a conseillé d'envoyer des CV un peu à droite à gauche. Il a contacté plusieurs commerçants dans la petite ville où on était installé. Et il est revenu triomphant après avoir été contacté pour être... il avait déposé un CV dans un petit supermarché. Oui, il semble avoir oublié, mais ça va me revenir peut-être. Tiens, prends ton mouchoir. Ah bon ? Oui. Donc Thomas est parti glorieux déposer son CV au supermarché. Il est revenu glorieux parce qu'en fait il avait décroché un entretien le lendemain ou le surlendemain parce que c'était quelqu'un de courageux et c'est ce que la personne lui avait dit, que c'était le seul qui avait répondu présent. Donc elle était prête à lui signer le contrat. Donc c'était pour travailler 1 mois ou 2 mois pendant l'été. C'était pas un job c'était pas un contrat à durée indéterminée. Et Thomas était tout content de dire que ça y est, elle avait décroché son premier emploi en l'espace de 48 heures. Et il a sorti sa carte d'handicapé pour pouvoir faire les papiers nécessaires à l'embauche. Et là, la personne qui était toute contente d'avoir trouvé un jeune
qui souhaitait venir travailler pour le mois d'août, à ranger des courses dans les rayons et à passer son temps en caisse, à passer les caddies des petites mamies du quartier, et ben la dame s'est écroulée en lui disant qu'elle ne pouvait pas le prendre parce que justement sur ce genre de contrat de travail saisonnier, il n'est pas possible d'engager des handicapés. Et je peux vous dire que Thomas s'est pris la baffe de sa vie d'avoir autant mérité ce petit travail. Il était revenu tellement content. Tu t'en souviens? Non. Pas du tout. Bah, des fois, la mémoire, elle fait qu'elle efface des mauvais moments. Ça a vraiment été très, très difficile. Maintenant, il faut aussi savoir que les employeurs, ça je vous le dis, c'est un dialogue que j'ai tenu avec Thomas à plusieurs reprises. Le handicap n'est pas rédhibitoire dans une carrière, bien au contraire. Il y a certains handicaps qui sont juste de la motricité, et c'est pas pour ça que le cerveau s'arrête de fonctionner. Et sachez que les employeurs reçoivent des subventions pour pouvoir embaucher des personnes avec, que ce soit un léger ou un lourd handicap, et que vous coûtez moins cher à une entreprise que quelqu'un en pleine santé qui va peut-être avoir un cerveau qui va fonctionner peut-être moins. Donc, la vie des handicapés peut être mise en valeur chez un employeur parce que justement, ils vont payer moins de charges sociales. Ça, c'est un point fort et qu'il faut faire valoir. Il faut savoir se vendre. Thomas est un bon vendeur, je pense. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Oui, je pense. Je suis un beau parleur, on va dire. Après, voilà. Mais c'était quel magasin Le petit la petite supérette à Vers-sur-Marne. Le petit Carrefour Market à Vers-sur-Marne. J'ai aucun souvenir. Ah si, moi je m'en souviens bien. Ah ouais? Ouais. Ouais, comme quoi, hein, tu disais, le cerveau. Et Sean qui offre 5 subs. Merci beaucoup, mon cher Sean. Ça fait super plaisir. J'ai vu ton message. Désolé, on est en discussion, en question-réponse. J'ai pas vraiment le temps de dire bonjour à tout le monde et de vous demander comment vous allez. Mais merci beaucoup, mon cher Sean, pour ces 5 subs offerts. Pareil, je vais pas mettre d'annonce de subs. Là. On discute. On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on a dit qu'on arrêtait vers 17h. Il est déjà 16h15. Et merci encore, mon cher Sean, pour les 5 subs. Ça fait super plaisir. Merci Obius pour le follow. Bienvenue. Du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Alors, Thibaut Hitchep est-il sympa IRL? Il est comme dans ses vidéos. En tout cas, la vidéo commence à dater, les amis. Ça fait 6 ou 7 ans. Ça commence à dater. Mais oui, c'est quelqu'un de très sympa. Et on a tout le temps l'impression qu'il a pris de la coke avant de venir. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. Avec des problèmes physiques comme ça, c'est impossible de faire pilote, mais je te comprends, c'est ton rêve aussi. C'est très triste. Non, c'est pas très triste, les amis, c'est la vie. Il y a plein de choses dans la vie où vous allez buter, vous voyez. Mais l'important, c'est d'essayer. Et de pas se dire, c'est foutu d'avance. Et puis, je crois que, au final, il est quand même un petit peu pilote, non? Non? Par ici, il est pas pilote. Non, moi, je suis pas pilote, moi. Je suis personne, moi. Salut S4. Ils veulent te voir jouer à War Thunder, MDR. Ça, c'est non. Je vais lui foutre la pâtée, c'est pour ça qu'il ne veut pas que je joue. Ouais. J'ai appris du maître, les amis. Vous me considérez comme le maître, mais le maître est à côté de moi. As-tu te retourné avec Thibaut? Non, ce n'est jamais arrivé. Le plus grand des pilotes, salut Scars. Pilote amateur sûrement, peut-être. Un grand amateur alors. Salut Foufouf. Allez, si vous avez d'autres questions, les amis, c'est le moment, allez-y. Sur la maladie, sur comment on a géré les choses, etc. N'hésitez pas. Bravo d'avoir réussi à le rencontrer. Rencontrer qui? C'est marrant que je ne me souvienne pas du tout de cet événement, quoi. Parce qu'en plus, sur ces périodes-là, je me souviens de beaucoup de choses, mais alors cette histoire du supermarché là, je me souviens plus. Moi, je me souviens qu'après j'ai travaillé dans ta boîte à faire de l'étiquetage là. Oui, mais c'était plutôt un stage, 5 jours de stage
C'était pas à ce moment-là, hein, c'était tu sortais tu venais d'avoir ton bac et tu étais revenu l'été pour dire je vais me faire un peu de sous, je vais envoyer des CV. Et donc tu avais déposé un CV, c'était une candidature spontanée. Enfin, je veux dire, et elle t'avait recontacté, elle était super contente que tu viennes sur les 3. Ça y est, ça te revient un peu? Bref. C'est marrant la mémoire. Comment as-tu choisi le stream comme activité principale et comment ça a été accueilli par ton entourage? On va déjà répondre à cette deuxième. Qu'est-ce que tu penses de mon activité de streamer? C'est une activité, comment dire, j'ai un peu l'âge des dinosaures, hein, j'en suis parfaitement consciente. Donc, dans mon schéma familial, c'est un métier qui n'existait pas il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Après, on a toujours réagi vis-à-vis de Thomas, de dire si c'est ça qui lui convient, nous, ça nous convient. Quand Thomas nous disait qu'il voulait devenir pilote de ligne ou pilote de chasse, c'était de dire donne-toi les possibilités. À l'époque, tu avais même discuté avec le professeur Forou, la personne qui suivait Thomas pour ses problèmes pulmonaires à l'hôpital Trousseau, parce que la fille de ce docteur travaillait à la tour de contrôle. Ah oui. Il y a eu un moment où, ne réalisant que s'il était compliqué de piloter un avion, il était peut-être aussi possible de travailler en tant qu'aiguilleur du ciel. Ah, j'ai peut-être pareil. Et je me souviens plus. Le but, c'est d'avoir un maximum d'expérience ou d'acquis scolaires pour pouvoir permettre de faire tous les métiers. Après, c'est lui qui a choisi d'être streamer. J'ai absolument pas de conseils à lui donner là-dessus. J'ai aussi eu une carrière, on va dire, indépendante. Hein. J'ai eu ma propre entreprise, on va dire, à cause de Thomas. Enfin, grâce à Thomas. Le fait qu'il soit à l'hôpital pendant un certain nombre de mois a fait que mon activité professionnelle était un petit peu compliquée chez un employeur. Donc, du coup, je me suis mis à mon propre compte. Donc, travailler jour et nuit pour obtenir ce qu'on veut et par passion, parce que c'est pas forcément... lucratif, c'est pas parce qu'on travaille pour soi qu'on gagne énormément d'argent. C'est d'abord la passion. Moi, je suis absolument pas contre le fait qu'il ait choisi cette activité. Après, j'ai pas sondé la totalité de la famille et de son entourage familial. Est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien? C'est pas parce que je suis la mère de Thomas ou qu'on est les parents d'un enfant qu'on doit se permettre de juger sa propre activité. Si ça le rend heureux, pourquoi juger? Pourquoi dire non, c'est pas un métier qui te convient? Oui, tout à fait. Après, pour revenir plus en arrière sur les études, tout ça, vous m'avez toujours poussé à faire des études assez poussées, parce que sinon moi j'aurais plus vite arrêté, parce que c'était pas mon truc, l'école. Et vous avez toujours poussé justement à cause de ces problèmes de santé en disant il faut que tu t'assures un bagage pour pouvoir décrocher des travails qui seront en adéquation avec ta condition physique. Que en gros, je pouvais pas aller travailler à Carrefour, faire de mettre les articles en rayon, parce que avec ma santé ça passerait pas. Donc il me fallait un minimum d'études pour pouvoir décrocher un travail dans un bureau où je bougerais pas trop, tout ça. Après, en tant que streamer, les amis, déjà, j'ai pas commencé à streamer pour être streamer. J'ai commencé à streamer parce que j'aime le stream. Et c'est devenu par la suite mon activité principale. Mais il n'y avait pas un matin où je me suis levé et où je me suis dit aujourd'hui, je vais devenir streamer. Et c'est pas comme ça que ça s'est passé. Après, de mon côté, de mon ressenti, accueilli par mon entourage, oui, je l'ai lu, ouais, je vais revenir là-dessus. Moi, ça a été un moment délicat d'annoncer ça, parce que comme maman le disait, c'est un métier nouveau, hein, c'est quelque chose que il y a beaucoup de gens ne connaissent pas, voire ne comprennent pas. Donc dire que je suis streamer, mon métier
vu du dehors, c'est jouer aux jeux vidéo et d'être regardé. Parce que c'est un peu ça dans la tête de tout le monde. Hein, quand vous dites que vous êtes streamer, c'est ah bah ouais, tu joues aux jeux vidéo, quoi. Mais c'est pas que ça, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de matériel, c'est très impressionnant de côté de la caméra. Donc voilà, ça n'a pas été un métier où, c'est venu comme ça. C'est avant tout de la passion, et c'est ça qu'il faut dans la vie, les amis. Il faut être un minimum passionné dans ce que vous faites, et ça découle tout seul. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours été comme ça avec moi. C'est que dès que quelque chose me plaît, il n'y a pas de travail. Ça va tout seul. Je suis motivé à donf, j'y vais à fond, il y a tout qui rentre sans souci. J'ai pas à forcer à travailler comme vous pouvez le faire à l'école, à faire vos devoirs, à faire des exercices, ça vous bassine. Non, moi ça a été ça sur beaucoup de choses dans ma vie et pas qu'avec le stream. Et du coup voilà, ce qu'il faut, c'est trouver quelque chose qui vous passionne, et après ça va tout seul. Du coup, la question de Tom, tu ne peux juste pas faire pilote de chasse, ou tu peux passer une licence de pilote pour ton plaisir dans les petits avions. Alors, passer mon merde, comment ça s'appelle déjà, private, mon PPL, je crois. Enfin bref, la licence de pilote d'avion privé, ça oui, c'est possible. Après, ça coûte cher. C'était dans les donation goals du Téléthon de l'année dernière pour 5 000 €. Bon, on les a pas atteints, mais vous avez quand même été très très généreux pendant le Téléthon. Mais c'est quelque chose qui est effectivement possible, puisque si je l'ai proposé dans les donation goals, c'est que je peux le faire. Et peut-être que ça va arriver. PPL, voilà, merci les amis. C'est ça. Peut-être que ça va arriver. Je ne sais pas encore. Voilà. Et pour la petite anecdote, pour revenir sur le monde professionnel, Thomas a décroché un stage pendant ses études. Il y a de temps en temps des semaines qui sont obligatoires dans la découverte d'un métier. Et Thomas est allé se présenter avec son petit minois à l'aérodrome du Pin, donc en région parisienne. Et il a été pris pour une semaine de stage. Alors il a fait un petit peu de mécanique sur les moteurs d'avion. Et ça s'est terminé quand même par un vol. Ouais. Hein, et puis, un petit peu, je me suis fait beaucoup engueuler, mais j'ai quand même volé. Il a quand même tenu le manche. Et oui, j'ai décroché c'était un super stage. Un stage dans un aérodrome privé, à côté de chez nous, à l'époque. Et c'était une semaine. Hein. Oui. Ouais. Et c'est simple, le stage, c'était... ça devait être les horaires, ça devait être 8h30, 17h. 7h15 j'étais parti. Et je rentrais à 19h parce que j'étais trop bien là-bas, quoi. J'adorais les avions. Le mécano était extrêmement gentil et super pédagogue, il me montrait tout. Et voilà, et du coup j'ai bossé là-bas pendant une semaine. Et vers la fin, il y a un pilote qui m'a dit viens, on va t'emmener, on va voler. Mais il y avait un vieux aigri là, je me souviens de lui, il était horrible comme être humain. Lui, il voyait l'aspect administratif, et fallait pas j'avais pas le droit de voler, c'était trop dangereux. S'il y avait un souci, si l'avion s'écrasait, machin, lui il aurait fini en prison, blablabla. Et au final, il y a un des pilotes qui m'a dit vas-y, viens, on s'en fout, on y va, on va voler. Donc on est parti voler, je sais plus, un peu peut-être 3 quarts d'heure peut-être. Et il m'a filé le manche en l'air. Et comme sur les jeux vidéo, les amis, hein, le plus dur, c'est de décoller, d'atterrir. Hein. Une fois que l'avion il est en l'air, si tu fais pas de mouvement extrême, l'avion il reste droit et tu voles tranquille, quoi. Pas compliqué de piloter un avion une fois qu'il est en l'air. Et donc voilà, j'ai piloté un petit avion pendant une dizaine de minutes au-dessus de Disney, je me souviens. Et c'était vraiment extrêmement sympa. C'était mon premier vol dans un petit appareil de tourisme comme ça. C'est assez impressionnant en vrai. Hein. J'avais déjà fait de l'avion pour aller en vacances, des gros Boeing, tout ça. Mais les sensations dans un petit appareil, c'est vraiment pas la même chose. Et c'était un super vol. Et ils m'ont même fait un certificat de premier vol que j'ai encore. Ouais. Et dans ma chambre, chez ma mère. Et par contre, quand j'ai atterri, j'ai pris une soufflante plus que sévère. Et heureusement que c'était le dernier jour de stage, parce que je pense qu'il m'aurait dit de ne pas revenir le lendemain
pour le stage, quoi. Voilà. Alors, t'as pu renouveler ta carte handicapée? Non. Même pour son rythme de... Ah ouais, que penses-tu de mon rythme d'activité, du coup, par rapport au stream? C'est vrai que quand moi je me lève, il vient tout juste de se coucher. Hein. Moi je suis plutôt du genre à me lever sur le coup de 5 h du matin et que je vois que encore à 5 h il était connecté. Ça me semble très, très différent. Mais bon, après, il y a des gens qui travaillent de nuit, il y a des gens qui travaillent de jour. Il a l'air de bien vivre ce rythme. Il arrive quand même. Ça c'est fabuleux. C'est-à-dire que quand je lui propose de venir déjeuner le dimanche midi, de temps en temps, vous lui laissez un jour de répit. Donc, il arrive très facilement à se lever un petit peu plus tôt, à prendre un repas le midi, et puis voilà. Après, oui, ses horaires, c'est en décalé. Aujourd'hui, il faut savoir que le travail se mondialise. Et qu'est-ce que c'est que 5 h du matin en France, quand de l'autre côté de la Terre, ce sont des gens qui sont peut-être à 15 h de l'après-midi ou à 8 h du matin. Donc, je pense que le fait qu'on soit sur des réseaux sociaux, il n'y a plus réellement de décalage horaire. Ça t'a permis d'avoir des relations autres que sur la France et des contacts sur plein de continents. Il y a pas mal de viewers. Il y a peut-être des Québécois dans le chat. Bon, il est peut-être un peu... Ouais, quoi qu'il doit être 11h midi chez vous, les Québécois. Mais je sais qu'il y en a parmi vous, ils le sont. Bon, ils sont peut-être pas là maintenant. Mais effectivement, oui, il y a des gens de toute nation. Ça arrive d'avoir des personnes qui parlent anglais dans le chat, qui vivent pas en France, même des pays de l'Est, de la Russie. Il y a beaucoup de suiveurs russes. Oui, à l'époque, j'avais été... Oui, ça me fait penser à une petite anecdote. Quand j'ai fait mes réseaux sociaux par rapport à ma maladie, donc j'ai démarré mon YouTube et mon Instagram. Et il faut savoir que je me souviens, il y a un jour où d'un seul coup, mon compte Instagram a explosé. Du jour au lendemain, j'ai pris, je sais pas, au moins 10 000 followers, alors que j'étais à 2-3 000 à peine. Et je n'avais que des commentaires en cyrillique, en russe, en tout ce que vous voulez. Et on ne comprenait pas. Et en fait, c'est avéré qu'il y avait une énorme chaîne YouTube. Je serais incapable de la retrouver aujourd'hui, malheureusement. Une énorme chaîne YouTube de musculation. Je crois que c'était russe. Qui était tombée sur moi. Sur les vidéos où je raconte la maladie. Et ils avaient fait un mini reportage qui racontait mon histoire. Ils avaient tout traduit du français au russe. Et ils parlaient de moi dans la vidéo. Alors peut-être que ça, c'était peut-être pas très correct quelque part, même si moi je m'en foutais, mais ils m'ont pas demandé si j'étais d'accord. Mais de toute manière, la vidéo était très comment dire, bienveillante, voilà, dans un bon esprit. Voilà, il y avait quelques conneries racontées dedans parce que c'était des erreurs de traduction. C'est peut-être là qu'ils auraient dû me contacter pour me demander, mais la vidéo était bienveillante. Et du coup, j'ai buzzé, mon premier buzz internet, ça a été en Russie par toute une communauté, pays de l'Est qui est venu me suivre et qui m'a suivi pendant très très longtemps, et j'en ai même encore des abonnés des pays de l'Est sur mon compte Instagram parce que de cette vidéo, quoi. Et j'aurais pas utilisé, je reviens sur venir manger le dimanche midi, j'aurais pas utilisé l'adjectif facile. C'est pas facile, non, mais il le fait. Voilà, je le fais, et c'est vrai que c'est pas simple. Ça marcherait Wolf à plus tard. Le fameux stage de 3e, ouais. Oui, c'était du Cessna, je crois, d'Hystéro. Tu mesures combien? Moi, je fais 1m54 aux dernières nouvelles. Une question de Jade. Tu décrirais comment ta relation avec ta maman? Très franche, très honnête. Je cache quasiment rien à ma mère. Non, mais il y a des choses que je te raconte pas, mais où je te les raconte, mais avec du délai. Mais je veux dire, j'ai pas de secret avec toi. Je sais que je te raconte quasiment tout ce que je fais parce que ma maman, elle est très respectueuse, et je sais qu'il y a plein de choses
que j'ai faites dans ma vie, ou peut-être même que je fais encore à l'heure actuelle, avec lesquelles elle va pas être d'accord, entre guillemets, enfin, qu'elle ne ferait pas comme ça, mais elle sait que je fais ce que je veux et que quoi qu'elle dise, je ferai comme je l'entends. Donc ma maman, elle est juste là pour moi Je suis là tout le temps. depuis toujours. Voilà. Et Thomas sait que... Enfin, tu sais parfaitement que tu peux compter sur moi dans toutes circonstances. Mais c'est souvent moi... Quand Thomas a besoin de sa mère, c'est sa mère qui s'en rend compte. C'est pas Thomas qui vient dire « Maman, j'ai besoin ». Non, pas quelqu'un. Et on va parler d'une relation fusionnelle. On va presque parler... Il y a des fois entre Thomas et moi, il n'y a pas besoin de mots. On sait qu'il y a quelque chose ou inversement. Bon, c'est fini les questions qui nous font verser des larmes, là. Voilà. Et au niveau avenir, tes projets à moyen et à long terme, au niveau streaming, créateur du contenu, tu as déjà une idée ou tu avances plus ou moins au jour le jour? Ça, moi, j'avance au jour le jour, les amis. Ça sert à rien de faire des plans dans la comète. Avec l'expérience que j'ai de la vie, on sait jamais de quoi est fait demain. Donc voilà, je prévois des trucs quelques semaines à l'avance quand même, mais je n'ai absolument aucune idée d'où je serai dans 1 an ou dans 10, et on verra bien où la vie nous mène. J'avais une dernière question et après je vous laisse tranquille. Est-ce que la maladie a réduit ton espérance de vie? Alors, c'est sûr que si Thomas vit centenaire, ça sera encore une plus belle victoire que ce qui nous a été donné au départ. Hein. Alors, je vais de nouveau replomber l'ambiance. Au bout de ces 3 mois d'hospitalisation sans avoir réellement de diagnostic ou de renseignements sur ce qu'allait arriver à notre fils, nous avons posé beaucoup de questions auprès des médecins. On les a harcelés, pour être clair, devant le fait qu'ils ne voulaient pas nous parler, mais parce qu'en fait, ce qu'ils avaient à nous dire, on n'était pas forcément prêt à l'entendre. Et à force de les repousser dans leur retranchement, je m'inquiétais du quotidien de Thomas. Donc, il faut remettre ça à l'époque, c'est-à-dire que Thomas, il avait 4 ans, il était à l'hôpital, allongé sur un lit, en attendant qu'un médecin nous dise on va opérer, on va pas opérer, on va faire ci, on va faire ça, non, on va pas faire ci, on va pas faire ça. Et donc la question que j'ai posée, la seule chose qui m'est venue comme question, c'était le futur, le quotidien de Thomas au futur. Que va être sa vie scolaire? Et comme il y avait un problème alimentaire lié à sa maladie, en gros, est-ce que Thomas va pouvoir manger à la cantine? C'était vraiment des questions basiques, parce que même si on se doutait que c'était grave, ce qui nous importait, c'était notre petit quotidien tranquillou. Hein. Et excédé, le médecin nous a dit la phrase suivante. C'était aussi très violent. Madame, on est au-delà de parler d'un plat de frites à la cantine. Moi, je ne sais pas du tout vous dire si Thomas va avoir un avenir. Donc là, on revient sur terre. Quand un médecin nous parle, quand on veut simplement lui demander si Thomas pourra remanger à la cantine, et que le médecin nous parle de son avenir, même proche, de dire, voilà, on était vraiment sur un avenir, sur une question létale. L'état de Thomas faisait penser que la mort pouvait être très, très proche. Alors, l'espérance de vie, qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie? Je pense que l'essentiel de la vie, c'est de le vivre au jour le jour et de se dire que demain, le soleil va se lever, que la petite fleur dans le jardin va éclore, et de profiter du quotidien. Si c'est vivre 150 ans couché dans un lit, sans pouvoir parler, sans pouvoir manger, sans pouvoir bouger, est-ce que ça vaut vraiment de vivre 150 ans? Vaut mieux vivre sa vie comme on l'entend,
peut-être qu'elle sera courte, peut-être qu'elle sera longue, et c'est pas parce que on a un problème de santé que c'est ça qui va nous emporter. Il suffit des fois de traverser la rue et puis de se faire renverser, même si on est en pleine santé. Donc l'espérance de vie, c'est pas écrit. C'est pas écrit. En tout cas, ça se vit au jour le jour et il n'y a pas de date butoir. Non. Après, voilà, pour répondre un peu plus côté médical, théoriquement, il n'y a pas de... J'ai pas de deadline à dire comme si on pourrait avoir un cancer en phase terminale où les médecins vont vous dire il vous reste 2-3 ans à vivre, ou, etc. Moi, il y a théoriquement pas de deadline. Le souci, ça va être le pulmonaire dans l'avenir, parce que vous savez, on est tous régis sur les mêmes règles, que ce soit vous ou moi. Et quand on vieillit, on respire moins fort, on a des douleurs, il y a des problèmes de santé qui arrivent, etc. Moi, je pense que les problèmes les plus graves arriveront au niveau de la respiration, surtout la nuit. Il faut savoir que normalement, depuis longtemps, depuis 20 ans maintenant, 18 ans, c'était 14 ans qu'ils ont commencé à vouloir me foutre la machine la nuit. Normalement, je suis sous respirateur la nuit, mais moi, je le fais pas parce que je ne le supporte pas. Mais il va arriver un moment dans ma vie, et je le sais, mais pour l'instant, on va dire qu'on fait l'autruche. Il va arriver un moment dans ma vie où je ne vais plus être capable de dormir sans assistance respiratoire. C'est sûr et certain. Quand ça va arriver, ça, j'en sais rien. Peut-être dans 20 ans, peut-être dans 10, peut-être dans 5. Mais je suis persuadé qu'il y arrivera un moment où je ne serai plus capable de respirer tout seul la nuit. Enfin, je vais pas m'arrêter de respirer, mais je ne respirerai plus suffisamment la nuit pour bien oxygéner les muscles, le cerveau, pour ce qu'il en reste, et etc. Donc voilà. Sinon, au niveau de la santé, des organes, je suis comme vous. Il n'y a pas de le cœur, il va lâcher dans 5 ans parce qu'il a tourné à fond pendant quelques années ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de deadline. Et du coup, j'ai envie de rebondir moi-même sur une question, de poser une question. Est-ce que je dois prendre mon mouchoir ? Je sais pas, on va voir. Par rapport à cette espérance de vie, comment t'as pris le fait que je décide de me mettre à la moto ? Thomas vous a peut-être déjà parlé que effectivement on a une passion où toutes mes vacances, je les passe principalement sur un 2 roues. Thomas nous regarde partir en vacances, nous regarde rentrer de vacances, on a plein de souvenirs, on a plein de photos, on a rencontré plein de gens. Et puis un jour Thomas nous dit j'aimerais passer mon permis moto. Donc là on s'effondre un peu à l'intérieur de soi de dire évidemment, mais c'est pas une décision que j'ai prise toute seule. C'est en concertation avec mon conjoint qui n'est pas le père de Thomas en ce moment, on a réfléchi de dire si on dit non, le risque c'est que de toute façon il va le faire, et que on a choisi de l'accompagner en exigeant 2-3 petites choses, entre autres au niveau de sa sécurité, de trouver un gilet airbag qui permet effectivement, parce que Thomas le sait, et nous aussi, on en a parfaitement conscience, de dire que s'il devait y avoir une chute à moto, je sais pas du tout dans quel état. La chute à grande vitesse avec des os cassés, on peut s'en remettre, mais si par hasard ça venait casser le peu de colonne vertébrale qui tient, effectivement, là il y aurait une échéance à court terme, mais ça fait partie du risque. Et souvenez-vous juste d'une petite phrase, pour tous ceux qui prennent des risques tous les jours, encore une fois, traverser la route, ça peut être un risque, vous pouvez aussi essayer l'ennui, parce que qu'est-ce qu'on dit, l'ennui c'est mortel. Alors il vaut mieux vivre que de rester assis dans son canapé.
Et si Thomas prend du plaisir, tout ce qui est pris n'est plus à prendre. C'est ça. Voilà. Donc, oui, il fait de la moto. Oui, on a accompagné, on a avalé la salive, de se dire, voilà. Mais comme Thomas vous a dit, quand il a eu ce flash dans la voiture, est-ce que à ce moment-là, Thomas s'est dit, non, j'arrête la voiture? Non, il a dit, je vais peut-être arrêter les médicaments pour que la voiture devienne moins dangereuse. Ouais, il a été prouvé que l'ennui est positif en soi, mais pas trop d'ennui. Oui, il faut s'ennuyer un minimum, mais ce que veut dire ma mère par là, les amis, c'est que il vaut mieux mourir en vie sur votre moto que de vivre mort dans votre canapé, je pense. C'est ça la philosophie de cette réponse. C'est que voilà, je sais que moi en moto, déjà il est hors de question que je vive. Ça on n'en a jamais discuté. C'est peut-être pas le moment de le faire en live, mais bon, il est hors de question que je vive paralysé. Ça c'est non. Si un jour je viens à me casser la gueule et que je survis, mais que je sois plus capable de me servir de mes bras, de mes jambes, je pense que je pourrais survivre à la perte de mes jambes, mais les bras, non. Ou alors il faudra que j'apprenne à jouer à l'ordinateur avec les pieds. Mais... Il pourra plus mettre son doigt dans son nez, donc ça deviendra catastrophique. Mais en gros, je sais que pertinemment, la moto c'est extrêmement dangereux pour moi. Après, c'est dangereux pour tout le monde, les amis. Et moi, je sais que la moindre chute, ce sera très certainement fatal. Mais c'est pas pour autant que je ne le fais pas, parce que c'est un plaisir sans nom, la moto, et que ce soit la moto pour certains ou pour d'autres choses. Il y en a qui font du parapente, il y en a qui font de la chute libre, il y en a qui font de la voiture, ou je ne sais quoi encore, que je ne donnerai pas idée. Mais il y a beaucoup de choses dangereuses dans la vie, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'en priver. Évidemment, il faut les faire avec responsabilité, comme tu l'as dit. Il faut se protéger, il faut faire les choses le plus en sécurité possible, même si voilà, après la peur n'évite pas le danger, mais il faut pas se priver des petits plaisirs de la vie sous prétexte de se dire c'est dangereux, je pourrais mourir ou je pourrais me casser quelque chose. Et quand on a entre guillemets imposé, quand on a dit ok Thomas, tu vas passer ton permis, mais nous, ce qu'on te demande, c'est qu'on trouve une solution pour te mettre en sécurité par rapport à la chute. Donc, trouvons ensemble la veste de protection, l'airbag de sécurité. Thomas, qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a dit à sa mère concernant le gilet airbag? Et puis... Thomas, il a dit, d'accord, mais la moto, c'est dangereux pour tout le monde. Alors, si j'ai un airbag, c'est vrai, ouais. vous allez aussi avoir des airbags. Oui. Alors, est-ce qu'on a eu le choix? Non. Du coup, on a acheté des airbags. Voilà. Vous les mettez? Non. Bien sûr. La collectivité. Vous l'avez mis au début, quoi. Puis après, c'est passé. Ça, on peut pas obliger les gens. Moi, ça m'arrive de pas le mettre aussi, de temps en temps. Quand je suis parti... en septembre, avec G.I. Joe qui est là dans le chat. Ici, c'est avec lui que je suis parti. Je l'ai pas pris, mais je l'ai pas pris pour pas par volonté de ne pas le prendre en disant ça me saoule, tant pis. Je l'ai pas pris pour raison d'autonomie dans mes capacités et à me dire ça va me faire un truc de moins à porter. Là, je vais faire 3000 bornes en moto. Certes, c'est plus dangereux du coup. Mais là, c'est entre guillemets me faciliter un peu la vie que de devoir gérer encore plus de choses avec moi à trimballer, quoi. Mais sinon, le reste du temps, je le mets, je dirais, à 95% du temps. Des fois, ça m'arrive en été d'aller chercher un McDo à l'autre bout de la ville. Il est arrivé plusieurs fois où j'y suis allé en t-shirt, effectivement. Mais on le sait bien, le destin va tomber sur les 5% de fois où t'as pas mis ton gilet. Voilà. Ça peut arriver. Mais c'est un risque, effectivement. Un risque, voilà. Après, je suis grand et j'assume mes bêtises. Après, on n'a pas fait les fous. Non, on a été très raisonnable avec la moto. On a fait quelques
quelques pointes sur l'autre, enfin surtout moi, parce que toi t'étais un peu bridé, mais j'ai fait des pointes sur l'autoroute, mais après on n'a pas roulé comme des zouaves dans les petites routes ou quoi que ce soit. On a été très responsable et très prudent. Là-dessus, il n'y a pas eu de souci. Quelle heure il est? 5h moins quart. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? N'hésitez pas. Hein. Salut nos soucis. Bah écoute, on parlait de la maladie que j'ai eue quand j'étais petit. Je vais vous linker à la rigueur la vidéo de Thibaut Inchep pour ceux qui sont arrivés en cours et qui n'ont pas, comment dire, qui ne comprennent pas de quoi on parle, parce qu'on va pas tout réexpliquer. Hein. Je vous inviterai à aller voir la rediff. Je pense que, enfin après, il faut que je te demande ton accord, mais parce que je vais l'uploader sur mon YouTube la vidéo. Si ça te convient. Ça me va. Parce que sinon, dans 2 semaines, le live a disparu et non, il jamais. Il n'y a pas de souci. Ouais. C'est bon pour moi. Je le mettrai sur YouTube du coup. La rediff. Et là, vous avez la vidéo avec Thibaut InShape qui explique la maladie que j'ai eue quand j'étais petit. Dans les liens que Thomas peut éventuellement partager avec vous tous, si Thomas il est d'accord, il y a celle avec l'émission où tu es passé. Ça commence aujourd'hui? Oui, ça commence aujourd'hui. Ouais, après le problème c'est que il n'y a pas l'émission entière, il n'y a que des petits extraits sur YouTube. C'était quoi le titre? Les maladies rares, je crois. Essayez de vous retrouver ça, parce que je suis passé à la télé plusieurs fois, les amis. Encore une fois, c'est pas des choses que j'aborde ici, parce que... Ah, c'est ça. Oh, 50 minutes. Oh, bah, ils ont mis la rediff entière. Attendez. Ah ouais. Et ils ont mis la... Mais c'est trop bien. Bon, bah, let's go, les amis. Je vous partage la vidéo. Vous savez quoi, je pense que je mettrai une petite session, on la re-regardera ensemble, ceux qui l'ont pas vue. Ah, par contre, je sais pas si j'ai le droit de faire ça en vrai. Elle est sur YouTube. Ouais, mais c'est spécial Twitch. Je sais pas si on a le droit de le faire. Je vous montre la vidéo vite fait, juste en plein écran pour que vous voyez de quoi on parle. C'est une émission sur France 2, ça commence aujourd'hui, dans laquelle je suis passé il y a 2 ans maintenant. Et donc du coup, vous avez tout un passage, voilà, avec... magnifique Nitrox. Donc ça c'était il y a 2 ans. Et ce qu'il y a de bien avec cette... Donc je vous invite à aller la voir, mais je pense faut que je me renseigne si j'ai le droit de regarder en live avec vous. Mais ce qui est très intéressant dans cette vidéo, c'est que on aborde évidemment ma maladie, mais on aborde beaucoup de choses qui sont induites de ce qui m'est arrivé, mais qui n'ont rien à voir avec la maladie. Donc mon adolescence, mes addictions aux médicaments, mes déboires amoureux, etc. Donc voilà, je suis super écouté, je savais même pas. Du coup, heureusement que t'en as parlé, parce que je l'aurais jamais su. Donc voilà, si vous voulez aller la voir, bah, n'hésitez pas, vous avez le lien. Mais je pense que je me renseignerai, voir si on peut la regarder ensemble en live, peut-être la semaine prochaine, du coup. Voilà. T'as le droit de faire du react d'émission. Bah, vu que c'est sur YouTube, effectivement, t'as peut-être raison. Mais par contre, j'ai pas le droit de genre aller sur le site de TF1 et de regarder un replay de TF1 en direct. Ça, c'est sûr que non. J'en ai une. Est-ce que Thomas vous parle de ces moments de rage sur War Thunder? C'est un extraterrestre à la maison quand tu viens pour nous parler de tes combats avec autant de passion. Il m'arrive de suivre de temps en temps les streams. Mais bon, généralement, je te parle pas du jeu en lui-même. Je te parle plus des viewers de ce qu'ils disent. Ou, oui. Mais je vais pas, voyez, je vais pas arriver. Déjà, je le fais pas avec vous. Par exemple, pour War Thunder, quand je fais un truc exceptionnel, vous voyez que je réagis pas déjà en live parce que j'ai l'habitude de le faire quelque part. Très autant de dire ça, mais vous me connaissez. Mais du coup, c'est pas dans mon habitude d'appeler ma mère ou le week-end d'après de la voir et de lui dire tu sais pas quoi, il y a 3 jours, j'ai tué 2 chats en même temps, hein. Déjà, je suis pas comme ça et je sais pertinemment que ma mère en aurait strictement rien à faire. Mais ça m'arrive souvent, par contre, de lui parler du stream, évidemment, de lui parler de vous, généralement, parce qu'il y a des sacrés quarts dans le chat.
Mais aujourd'hui, ça va, il y a pas eu de, il y a pas eu de dinguerie. Vous avez tous bien écrit, il n'y a pas eu de messages bizarres. Mais bon, j'avais briefé ma maman juste avant en lui disant qu'aujourd'hui, il y a, il y aurait très peu de chances qu'il y ait des trollers parce que voilà, on est en just chatting et qu'on parle de la maladie et tout ça. Mais je l'avais quand même briefé avant en lui disant, des fois, ils peuvent être un petit peu bizarres. Alors, euh, pas de souci, Luquette, à plus tard. De toute façon, c'est bientôt fini, les amis. Enfin, je sais pas pour toi. On va pas tarder, je pense. Oui. De toute façon, on a fait à peu près On a le fait tour, le hein, je tour. pense. Si vous avez une dernière question à poser, les amis, avant qu'on arrête, c'est le moment. Et après, on va se laisser là. Est-ce que tu racontes notre bienveillance? Ah oui, il y en a. Elle le sait parfaitement. Avec qui je lui dis que ça se passe très très bien, qu'il y a des viewers qui sont adorables, qui sont très généreux. Ça, surtout au début où ça m'étonnait, moi. Oui. J'en ai beaucoup parlé en disant ils ont donné 400 balles d'un coup. Ils sont complètement fous. Non, il est. T'es admiratif du soutien de la collectivité. Non, j'en ai rien à foutre. donc oui, elle entend beaucoup parler de vous parce que bah c'est ma vie, hein, le stream quelque part, c'est mon métier, ma passion et oh là des subs. Et du coup, oui, comme je vous disais, je partage tout avec ma maman et du coup, je lui raconte souvent des trucs et comme elle le dit, des fois c'est un petit peu lunaire où ils doivent pas trop comprendre ce que je raconte, quoi. Merci beaucoup, mon cher TomTom, pour ces 10 subs. Ça fait super plaisir, frérot. Merci énormément. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu des questions? Parce que du coup, ça fait défiler le chat. Il y a des moments de... Ouais, bah, ça c'est du Warte, hein. Ok, bon, je vois pas d'autres questions. Bah écoutez, je pense qu'on va se dire au revoir, les amis, hein. C'était une belle session, franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Oui, c'était très agréable. C'était bien. On va vous laisser là, du coup. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va vous faire des bisous. Est-ce que tu veux leur dire un dernier truc avant de couper? Ben non, mais continuez à alimenter la vie de votre streamer préféré. J'espère que voilà, vous n'en avez pas d'autres. Hein. Faut pas le partager. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment avec vous. Je voulais vous remercier. J'ai lu beaucoup de petits mots entre-temps pendant que Thomas parlait. Je vous remercie pour tous les petits mots. Ta maman est très belle. Bon, après, il peut y avoir beaucoup de diplomatie dans vos messages, mais je sais que c'est sincère aussi. Je vous embrasse tous. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, on va se quitter là, du coup. On vous fait des bisous. La rediff sera mise sur YouTube prochainement. Je vous donne pas de date parce que vous connaissez ma flemmardise pour YouTube. Mais voilà, ce sera dispo sur YouTube. Au revoir YouTube, au revoir Twitch. On se retrouve ce soir pour du Subnautica sera la première. Hein. On commence le jeu à 21h. Donc voilà, je vous fais des bisous. Merci à tous, vous avez été tous super sympas. De très bonnes questions. Moi, j'ai passé aussi un super moment avec toi, ma petite maman. C'est un plaisir. C'était très cool, ouais. Voilà. Allez, on vous fait des bisous. Reposez-vous bien jusqu'à ce soir et à bientôt. Allez, ciao. But I can't see where you are. We're falling apart. You keep me